Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut, Salut Guillaume. bienvenue à vous parce que je sais que vous êtes beaucoup à venir pour la première Plus fois sur nombreux que cette, d'habitude. sur cette chaîne YouTube ou dans le podcast et directement je règle les niveaux parce que ça ne va pas du tout. Pour cette critique de l'Odyssée de Christopher Nolan, le film de l'année, hein. Je pense que là c'est Le plus attendu peut-être. le Le plus film de l'année, je attendu. ne sais pas, on verra. Bah, en tout cas, le plus, marketé, il est partout dans Ah les ça, abribus, ça c'est on peut clair. pas faire 2 kilomètres sans voir le cheval de Pas plus Troie. loin que ici en bas de Et l'immeuble. juste en bas de chez toi, il y a encore la pub du film. Donc, vous l'avez compris, hein, le film du jour, c'est donc l'Odyssée de Christopher Nolan. Pensez Enfin, à vous abonner. l'Odyssée d'Homère par Christopher Oui, oui, Nolan. oui, oui, d'accord, mais c'est l'Odyssée tout court. C'est un bateau aussi. À vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favori. Vous allez voir, on est là pour un bon bout de temps pour parler de ce film sans trop de spoilers. On en parlait un peu en rigolant Oui, avant d'enregistrer. Bon, bah oui, dans quelle mesure est-ce qu'on peut spoiler un récit qui a 2800 ans, hein, oui. qui est plus vieux que la Bible et dont mais en fait, c'est Qui ça aurait pu que être la Bible que d'ailleurs, hein, parce que c'est devenu la Bible, voilà, mais ça Mais aurait pu être le mais lycée. d'un point de vue purement narratif, c'est un petit peu devenu une bible parce que c'est Oui, vraiment oui, un récit fondateur de tout ce qui a été fait, par la suite. Mais, exact. donc oui, je dis dans quelle mesure est-ce qu'on peut spoiler un récit aussi vieux? Bah, pas vraiment et en même temps, je pense que les gens de l'Odyssée, ils savent, les grandes lignes, hein, les sirènes, le cyclope et cetera et peut-être pas toute l'histoire dans le détail non plus. Donc dans l'absolu, ça va pas vraiment être une critique avec spoiler. Je vais pas vraiment raconter les parties, qui vont vraiment en détail dans des choses importantes. Après l'histoire, enfin voilà, c'est le récit du retour d'Ulysse et ses retrouvailles avec sa femme comme ça, enfin si vraiment vous saviez pas qu'il retrouvait sa femme, je peux rien faire pour vous, je suis désolé. Mais, voilà, de toute façon, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et quel voyage, hein! C'est Christopher Nolan qui nous pond ce film donc, qui l'écrit également, qui sort donc le 15 juillet, au cas où vous savez pas, en Belgique et en France et partout dans le monde, avec Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Sean Mental, Mia Goth, Ben Safdie, John Leguizamo, Amish Patel, enfin on en passe, hein, je pense qu'il a amené tout Hollywood. Il manque deux trois personnes, mais elles se Oui, reconnaîtront ouais, ouais. dans la liste. Margot Robbie par exemple. Pour ce film ici, donc l'Odyssée, alors tu l'as dit un peu rapidement le synopsis, bon il y a un préambule et tout ça, mais bon, Quoi? concrètement tu l'as dit, c'est le périple 10 ans pour «rentrer à la maison» entre guillemets après la guerre de Troie. Ouais, en fait, ça démarre, donc déjà que la guerre de Troie dure, 10 ans. D'ailleurs, si petit aussi, disclaimer, si avant de regarder l'Odyssée, vous vous êtes dit: «Tiens, je vais revoir Troie de Wolfgang Petersen», ce qui est une très bonne idée Avec Brad. et que vous dites, voilà, ces connaissances-là vont être top avant de voir l'Odyssée, détrompez-vous, hein, parce que Wolfgang Petersen, il en a fait, hein, des changements par rapport à l'Iliade, Des raccourcis, hein. voilà. Oui, on c'est plus que des raccourcis là, c'est vraiment des gros changements. Par exemple, notamment, tu sais, tu te souviens de cette scène où Hector tue, Ménélas, Oui, où Agamemnon se fait tuer aussi c'est et badass. cetera. Oui, oui. Dans l'Iliade, Ménélas ne meurt pas, Agamemnon ne meurt pas. Mmh. Dans l'Iliade, en vrai, on parle même pas du cheval de Troie. Ça arrive dans des récits, des autres mythes grecs, mais qui sont liés à l'Iliade, voilà. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et ce que je voulais dire surtout, qui est très important, c'est qu'en fait, c'est l'Odyssée et l'Iliade, et je tiens vraiment à parler un peu de ça avant de rentrer dans le détail, du film. Mmh mh. C'est que ce sont de base des épopées qui sont chantées, qui étaient déclamées par des poètes. On appelait ça des Aèdes à l'époque, Ouais. et qu'il y avait plein de versions qui existaient. Les Aèdes avaient, vraiment les 4, 5, 6, 7 points de repère et puis ils racontaient un peu l'histoire à leur sauce et Homère est un Aède parmi tant d'autres et c'est à lui qu'on associe, qu'on attribue ces versions de l'Iliade et de l'Odyssée, mais en réalité, on n'a aucune certitude, à 100 que c'est lui qui les a écrites. On n'est déjà même pas sûr qu'elles ont été écrites de son vivant, donc voilà. Mais c'est juste pour dire que des versions c'est un peu comme Antigone, tu vois? Il existe la version d'Anouilh, il existe la version de Boschot et C'est un cetera. peu comme la Bible aussi d'ailleurs, Oui, bah, pour un revenir petit à peu, cela. beh, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas, ce sont des récits qui sont enfin, c'est ceux-là qui restent, c'est ceux-là qu'on connaît et Ouais. donc la tradition orale de ces récits est hyper importante et je sais pas si tu te souviens, mais quand on préparait l'épisode d'été, enfin des blockbusters d'été, je te disais, Ouais. je me souviens pas si enfin autant j'étais sûr que j'avais lu l'Iliade, autant l'Odyssée, j'en étais pas sûr. Du coup, j'ai réécouté, enfin, ou j'ai écouté une version audio, du bouquin. Il y a plein de versions audio. Donc
pour revenir quelque part un peu à l'essence même de ce récit Yes. qui, se transmettait de façon orale, voilà. Mais donc Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, à chaque fois qu'on interprète cette histoire-là, on est obligé de prendre un peu des libertés, quoi. Enfin, tu vois, chacun a un peu sa version du truc. Donc finalement, Christopher Nolan ici, je suppose qu'il a pris aussi des libertés dans il sa manière de faire le film. il y a aussi des libertés par rapport à sa façon de faire et je vais y revenir, pardon. Mais je voulais dire aussi une dernière chose par rapport, à l'Odyssée, à Ulysse, pardon, les mots et cetera. Ulysse, c'est vraiment la traduction latine du mot Odysseus, hein, donc nous, en français, on utilise la version latine, mais Odyssée, de base, ça veut dire le poème d'Odysseus, Odysseus étant donc le personnage. Et puis c'est devenu en fait, enfin, c'est un poème qui raconte son voyage retour à Odysseus, ce qui fait que le mot a dérivé en le voyage d'Odysseus, enfin la Ouais. signification et donc en vrai, la traduction, c'est le voyage d'Ulysse. Mais le voyage d'Ulysse, techniquement, c'est un non-sens parce que ça veut dire c'est comme si tu disais le voyage d'Ulysse, Ulysse, tu vois? Oui. Donc Je le mot est juste, enfin voilà, le mot s'est transformé et en gros une odyssée, c'est un long voyage parsemé d'embûches. Comme ça, tout est clair. Vous vous êtes avez en les bases, vous êtes encore là? vous êtes prêts pour Vous qu'on êtes parle du film maintenant? encore là après la phase Stéphane Bern de cette émission-ci. Ouais, mais c'est important, c'est Oui, oui, important. tout à fait, tout à fait. Donc parlons maintenant de cette adaptation-ci de Christopher Nolan, en parlant pour des novices, hein, parce que moi, je t'avoue que j'y connais Ouais. pas grand-chose à ce mythe-là de manière générale. Guerre de Troie, Guerre de j'en parlais Troie. tout à l'heure, Oui, ça a duré 10 ans, oui, hein et donc Agamemnon a emmené tous les guerriers, tous les ouais. soldats grecs pour, cette guerre qui a duré 10 ans. Voilà et donc après la guerre, tout le monde se casse, Et donc ça heu commence là, je présume? Ça commence avec, le film démarre vraiment, enfin il y a une petite scène avant, mais avec, le cheval de Troie Ouais, qui est laissé en offrande sur la plage, ça commence fort. voilà. Mais, l'Odyssée, le récit vraiment d'Homère est pas un récit linéaire. Donc, il y a le présent et puis il y a toute une Ah, partie et flashback. Christopher aime bien Ah ça. Christopher, il adore ça. Donc c'est sûr que, tu vois, comme quoi, ça je te le dis, c'est un récit fondateur, voilà. Donc tout le monde se casse, et rentre, en Grèce. Sauf que, notre petit ami, Ulysse, lui, il décide, de passer par, toutes les chapelles possibles et imaginables parce que c'est un gars qui a soif d'aventure, qui aime ça et donc il veut soi-disant profiter de vents un peu plus favorables pour faire un petit détour, ceci, cela. Sauf que son périple va durer quelques années et c'est là que le récit véritablement d'Homère démarre, hem il va se faire emprisonner par Calypso, une déesse. Les dieux vont décider de l'emprisonner, parce qu'il a fait du mal à Poséidon pour faire très simple. Voilà et Très, très donc ça. il reste prisonnier de Oui. Calypso pendant 7 ans. Mmh. Voilà et heu, il y a toute une partie du récit où dans le bouquin d'Homère et ça c'est vraiment une des premières différences avec le film, c'est que, Ulysse va après être parti, avoir quitté l'île de Calypso, il va tomber sur une autre île avec un roi et cetera et c'est à ce moment-là qu'il va raconter tout le récit qui a précédé. Donc entre son départ de Troie et son arrivée chez Calypso. Sauf qu'ici, Nolan, il décide de virer cette partie entre le départ de l'île de Calypso et son retour à Ithaque. Ce sont quelques chants seulement qui sont supprimés, hein, c'est 4-5 chants, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une partie et c'est pas la partie la plus intéressante de l'histoire. Donc c'est pas très grave qu'il l'ait viré et ça, c'est mon premier point par rapport aux différences. Ouais. Mais en fait, dans le film, il décide de faire, en sorte qu'Ulysse raconte son récit à Calypso. Voilà. Et donc, en parallèle, on a Pénélope, donc l'épouse d'Ulysse, et Télémaque, son fils qui a bien grandi depuis, Pénélope, elle attend son mari patiemment, et elle espère toujours avoir son retour. Sauf qu'il y a énormément de prétendants qui espèrent pouvoir l'épouser afin de devenir, roi d'Ithaque par la suite. Sauf qu'elle, elle croit toujours pertinemment que son mari est en vie et attend donc son retour. Et on a Télémaque, donc le fils, qui va, à un moment, commencer à vouloir rechercher son père parce qu'il a aussi cette sensation qu'il est toujours en vie. Et Télémaque, Voilà la base parlons-en, c'est Tom Holland, hein, c'est ça, comme ça. Écoute, tu peux me et donner des noms, de gens connus, exactement. s'il te plaît, sur Donc chaque personne. Pénélope, c'est Anna Thaoué, D'accord, Télémaque, c'est Tom Holland et OK. bien sûr, Ulysse, c'est Matt Damon. Voilà pour Alright. le gros, de l'histoire et donc Chris Nolan prend Bon, quand même pas mal de liberté avec cette histoire.
Mais ça m'a l'air quand même assez exigeant comme histoire. Je veux dire, c'est Ouais, c'est pas une histoire que tout le monde peut gober comme ça. On n'est pas devant un truc, du non, vendredi non, soir non. sur Netflix, quoi, Non, hein, non, donc mais il le raconte intelligemment malgré les changements et les changements pour ceux alors je vais vous dire certains éléments, si vous avez lu l'Odyssée, que vous connaissez le récit, ça va vous parler. Si vous connaissez pas, je vais dire des éléments comme ça hors contexte, ça va rien vous dire, mais voilà. Mais donc il y a toute une relation des personnages, 2 personnages qui sont intéressants. Le personnage d'Antinos, qui est incarné par Robert Pattinson, qui est un prétendant, de Pénélope, qui va avoir beaucoup d'importance dans ce récit le roi n'est pas là. et qui a un passif avec un personnage qui n'est pas présent dans l'Odyssée, dans le récit d'Homère. Donc voilà, un personnage qui est incarné qui s'appelle Sinon et qui est incarné par Elliot Page, qui a de super scènes dans le film, pas beaucoup, mais super scènes. Il y a aussi, donc je vous l'ai dit, toute la partie avec Nausicaa qui est absente de ce récit. Et puis il y a aussi, en fait, quand Télémaque commence à se mettre à la recherche d'Ulysse, il va aller voir différents rois, dont Ménélas, hein, celui qui meurt dans 3 de Wolfgang Petersen, mais qui en réalité ne meurt pas et qui rentre à Sparte avec Hélène, hein. Oui. Et dans le récit d'Homère, Ménélas dit à Télémaque que son père est prisonnier de Calypso. Ici, Oh! Nolan décide de pas faire ça. Donc OK. pour garder un petit peu le suspense, le doute et cetera, c'est un choix qui est pas inintéressant, donc pourquoi pas, tu vois? Il y a le père d'Ulysse aussi qui est pas du tout dans le film et ça, c'est un élément important, au moment de la résolution où Pénélope va reconnaître son mari une fois qu'il est rentré, ça se passe pas du tout de la même façon. Donc il y a quand même pas mal de transgressions qui sont plus ou moins importantes, mais qui fonctionnent bien. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un récit qui est une narration qui est assez exigeante, mais qui est vachement fluide. Et j'ai rarement trouvé que ça fonctionnait aussi bien que dans ce film-ci, chez Nolan. Il y a énormément d'allers-retours entre le passé et le présent, parce que je vous ai dit, heu, Ulysse est prisonnier de Calypso, il est sur son île. Il va raconter tout ce qui précède entre son départ de Troie et son arrivée chez elle. Mmh. Et tout ce qui précède, c'est, le truc, l'épisode avec le cyclope, c'est, l'épisode, avec les sirènes, c'est, les Strigons et cetera. Les Strigons, c'est les fameux guerriers qu'on voit sur le Ouais, poster, notamment celui qui est en bas de mon immeuble et tout ça, on le voit du coup? et tout ça, on voit. OK. D'ailleurs, l'Odyssée, le en à lire, elle est composée de 23 chants. Parce que voilà, je disais, c'est des parties qui sont déclamées ou chantées. Accrochez-vous les gars, on est Ouais, à non, mais 12 ça minutes, va c'est pas mal. et dis-toi qu'environ 13 des chants, enfin un peu moins parce qu'il y en a quelques-uns qui sont complètement virés, du film, mais dis-toi que les 2 premières heures, c'est une dizaine de chants. Tous Mmh. ces chants justement avec le cyclope, les sirènes et cetera et puis les 50 dernières minutes, c'est les 10-12 derniers, vraiment sur le retour à Ithaque et cetera donc Le best-of. voilà. Mmh. Hem, mais voilà, ce que j'aime bien aussi dans cette narration, c'est que, en fait, le Nolan, il s'embête pas toujours à dire les noms des personnages. Tu vois? Tu vois qui c'est, Ouais. OK, tu C'est as un gentil, compris. c'est un méchant, tu as compris. Exactement. Oui. Il les caractérise assez bien parce qu'il y a énormément de personnages là. Enfin, quand tu as dit le Ah, casting, c'est là, j'ai 3 saisons de Game of Thrones, voilà, là, je suis hein, oui. tu as dit un casting, Comas. Nolan, il s'embête pas avec tous les prénoms des gens. Il y en a bien sûr, hein, tu peux pas faire, ne pas dire les noms de tout le monde, mais il s'embête pas trop avec ça. Du coup, ça rend la narration encore plus fluide, tu vois? Et ça au moins tu perds pas les spectateurs en disant Mmh. tout le temps: «Ah, c'est machin, c'est Tu ceci, te cela». rappelles de lui? C'est ça, oui. Exactement. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui est aussi, je trouve, très important dans le film, et là, c'est la partie un peu plus, deep peut-être, c'est tout ce qui concerne le côté vraiment purement mythologique, purement les dieux. Oui. C'est-à-dire que les dieux sont Athéna, par exemple, hyper oui. présents dans le récit. Chez Homère, un peu moins présent ici. Mais il y a aussi un élément qui est vraiment hyper important, c'est la loi de Zeus. On en parle pas mal dans le récit d'Homère et ici vraiment je trouve que, Nolan arrive à en retirer l'essence, et à en faire quelque chose de primordial, parce qu'en fait la loi de Zeus, c'est vraiment un ensemble de principes. C'est pas une loi écrite qu'il faut absolument respecter, c'est vraiment des principes assez élémentaires, comme, l'hospitalité, comme, la piété envers les dieux. Tu sais, souvent dans ce genre d'histoire, on parle de la colère des dieux Ouais. qui peut être vraiment très violente. Bah, ici, oui, c'est hyper important.
Il y a notamment un passage où, si on dit à Ulysse et ses hommes qu'ils peuvent pas tuer les bœufs qui sont sur cette île, sinon ils vont, vraiment souffrir de la colère de Zeus. Donc il y a ce truc de cette épée de Damoclès de, voilà, tu tues les bœufs, c'est vraiment une offense à Zeus qui est hyper importante. Voilà. Et dans le récit, il y a pas mal de choses comme ça, tu vois? Je te parlais de l'hospitalité qui est vraiment un truc hyper important dans cette culture et voilà, le film pareil, il en fait quelque chose de enfin il arrive à rendre vivante et présente cette notion Il y a d'hospitalité, une tu scène vois? de cantina ou quoi? C'est Bah, un petit peu. Heu, il y a tout le côté aussi avec les serments, tu vois? Ta parole est, vraiment hyper importante. Et puis il y a aussi, plein de thématiques qui sont importantes. La ruse, hein, Ulysse, c'est lui qui a l'idée du mmh cheval de Troie. Et puis Il aussi, est fourbe. il est très fourbe et c'est important pour lui d'arriver à réussir sa fourberie tout en, n Respectant finalement exactement. la loi de Dieu, ouais, Exactement. de Donc Zeus. tout ce rapport à la à au Dieu est hyper important. Toute la notion de fidélité aussi qui est super importante dans le film, hein, parce que, bah, il y a toute la fidélité de Pénélope et de Télémaque envers Ulysse. Parce que voilà, enfin je veux dire le mec, ça fait 20 ans qu'il est parti, en fait, quand Mmh. à partir du moment où il va revenir. Ouais, Ça fait 20 ans qu'ils attendent et à son l'époque, il y retour. avait pas de GSM, hein. Exactement. Autant dire que voilà, il y a plein de thématiques qui sont importantes Oui. et en plus, à nouveau pour revenir sur ce truc de c'est vraiment un récit fondateur, bah, le nombre de thématiques, nolaniennes qui sont présentes, c'est énorme. Tu as déjà fait, enfin, on en a fait allusion, hein, au fait que c'est un récit avec des flashbacks. Voilà, la Le notion du temps, temps, elle les est hyper mémoires, importante. ouais, Voilà, la mémoire, le sens du sacrifice. Il y a aussi, la notion de la culpabilité. réalité fiction. Et voilà, la réalité et la fiction. Alors, bah, ici, on est dans un truc purement fictionnel, mais avec, bien sûr, on parle d'un mythe. Il y a pas DiCaprio qui se réveille sur une plage à un moment donné? Non, Non, il y a pas mais voilà, c'est une notion qui reste quand même présente, tu vois? OK. Et pour conclure sur l'aspect, vraiment mythologique, bah, il y a le traitement et le non-traitement des dieux qui est hyper présent. Donc on a Athéna qui est, incarnée par, Zendaya dans le film, qui est vraiment la déesse qui va accompagner Ulysse pendant tout son périple, toute son épopée. Et qui alors Zendaya, elle a pas grand chose à défendre et en même temps, elle est quand même omniprésente. C'est-à-dire qu'elle est souvent là, elle apparaît souvent en fait à Ah Ulysse. oui. C'est genre Mais la fille dans Le Seigneur des Anneaux là, elle tu vois? apparaît qu'à lui, tu vois? Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il en fait pas un truc de, Ouais. elle luit comme ça, tu vois? Oui. Elle est là physiquement et voilà. Pareil avec Calypso, qui est incarnée par, Charlize Theron. C'est beaucoup des scènes d'échanges où elle parle, avec Ulysse et puis il y a Circé qui est, une déesse qui va avoir un rôle très important dans le périple d'Ulysse avant d'arriver chez Calypso, incarnée par Samantha Morton, qui est génialissime dans le film. Donc Ouais, voilà, les mais ce les qui les dieux sont présents, ce qui est bien, c'est mais il le fait pas de manière ridicule, quoi. Tu vois, non, d'habitude, tu pourrais croire que c'est le vieux costume c'est avec pas le le clash des bazar. Oui, c'est titans, quoi, ça, tu oui, vois? oui. Et bien sûr, c'est ça qui est génial. Mais en même temps, il y a toute une partie des dieux qui est pas traitée non plus, hein. Zeus, il le personnifie jamais. Hermès non plus, alors qu'Hermès Parce que joue un rôle très Zeus, il important. est Ouais. voilà. Poséidon aussi, hein, je parlais de Poséidon tout à l'heure, c'est lui qui fait enfermer Ulysse chez Calypso, parce qu'en fait le Cyclope, c'est son fils et quand Ulysse crève l'œil du Cyclope, bah, Poséidon, pas très content. Voilà. Et donc ce côté de mythologie des dieux est hyper importante et je trouve quand même globalement bien traité, tu vois? À nouveau, on revient au choix que Nolan fait par rapport au récit, originel, les choses qu'il garde, les choses qu'il ne garde pas. Je trouve que globalement, il fait les bons choix. Parce que ce qui est pas dans le récit, c'est pas choquant. Les petites, transgressions qu'il fait, elles sont pas choquantes non plus et je trouve que son traitement, bah, de tout le côté Dieu est plutôt bien foutu. Donc ça vraiment, je trouve que enfin voilà, si vous êtes des grands amateurs de mythologie, des ultra fans, de l'Odyssée, de l'Iliade et cetera, je pense que vous pouvez Ouais, être rassurés, en tout cas des récits d'Homère. Je trouve que globalement, Nolan respecte vachement bien, je pense qu'on le matériau de base. l'avait compris après 19 minutes que ça va. Niveau matériel de base, on est plutôt dans le correct. Ouais, mais en même temps, tu vois, il y a plein de choses enfin, il y a des choses qui sont évidentes. Quand j'ai vu le film, je me dis: «Ah oui, ça, c'est pas comme ça, dans le récit d'Homère», tu vois? Il y en a d'autres où c'est en y réfléchissant par la suite, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est pas exactement comme ça», tu vois? Donc il y a plein de choses auxquelles tu fais pas forcément attention tout de suite. Donc ça veut dire que, bah, certes, ce sont des transgressions, mais
c'est qu'elles sont bien amenées et qu'elles ne transgressent pas et qu'elles n'amoindrissent pas la qualité du récit de base, quoi. Voilà. En tout cas, il a été, chercher plein d'acteurs et d'actrices, comme tu l'as dit, pour faire un peu un ensemble de personnages. Est-ce qu'il parvient quand même à nous amener, de l'émotion? Parce qu'on sait que Christopher Nolan, c'est un peu son point faible à la base quand même, hein, l'émotion. Il y a quelques films qui l'ont fait, Interstellar notamment avec certaines scènes. Mais un récit comme celui-là, est-ce qu'il parvient à amener de l'ampleur et surtout un impact chez les spectateurs qui est Ouais, quand même bah, important? le truc, c'est que je trouve qu'il y a un peu plus d'émotion que dans ses films précédents, mais en même temps, peu aussi. C'est-à-dire que Ulysse, c'est quand même un personnage qui est assez froid. Heu, c'est un mec qui pense quand même beaucoup à sa gueule. Il pense aussi un peu à ses hommes, mais il pense beaucoup à lui et je trouve que l'émotion, elle vient quand même, de par ses choix, tu vois? Quand je te dis qu'il pense qu'à sa gueule, parce que, c'est qu'en fait, il doit faire des sacrifices, il doit faire des choix par moment et des sacrifices, ça veut dire notamment sacrifier des hommes, afin d'arriver à bon port. Donc c'est se dire: «Bah, je vais devoir, sacrifier 6 de mes hommes, afin que les autres, arrivent en vie», tu vois? Oui, Donc il y a tous des choix comme ça où, bah, oui, il y a quand même de l'émotion qui vient. Mais l'émotion, pour moi, elle vient quand même beaucoup plus dans la dernière partie du film, oui. qui est vraiment le retour à Ithaque et le moment où, enfin, pour faire très simple et à nouveau sans trop spoiler, quand Ulysse revient à Ithaque, il revient pas, tout clinquant, tout frais, genre, Non, «YOLO j'arrive» quoi, tu vois? Non, il revient discretos, il a une longue barbe, les gens le prennent pour un mendiant, tu vois? Donc oui. il y a ce truc où Tout ça pour ça, quoi. oui et non, parce que c'est important Oui, et toute cette résolution est hyper importante, mais tout ça pour dire que, bah, il va recroiser, son fils, Pénélope et cetera, mais ils vont pas le reconnaître tout de suite. Ce qui va donner lieu à des moments où, voilà, ils vont se parler et il va y avoir des pointes d'émotion qui vont venir. oui, Et pour moi, le moment où il a vraiment une très belle discussion avec Pénélope, dans cette dernière partie, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a le plus d'émotion. C'est le moment où il se remémore notamment la guerre de Troie, tu vois? C'est le moment où, il, il, il réfléchit en fait à ce qu'il a fait, tu vois? Et qui se dit, «Ben, merde, en fait, toute cette guerre, elle a rimé à rien», tu vois? mmh. C'est vraiment le moment un peu comme, Le pour bilan, moi, quoi. clairement, on peut faire un oui, un parallèle avec, Oppenheimer, hein, Oui. un lien Ouais, direct ouais, c'est vrai. ou et avec d'autres personnages, de l'univers de Christopher Nolan, mais où vraiment le personnage, ouais, il tire le bilan, il se rend compte que la violence qu'il a déchaînée, bah, il y avait un côté très vain, que ça servait à rien et je trouve qu'à ce niveau-là, Nolan arrive à caractériser hyper bien le personnage d'Ulysse, parce que tu sais, son côté, aventureux ou voilà, il rentre pas par le chemin direct quand il rentre à Ithaque. Non. Il pense à son côté: «Ah tiens, et si j'allais, vivre une nouvelle aventure?» Dans Interstellar, c'est un peu pareil, hein. Finalement, il accepte cette Un peu, mission alors bien sûr que ses enfants sont là, il aurait pu rester avec eux. Enfin voilà, il a et décidé c'est de partir. ouais, ouais et c'est un personnage qui régulièrement va repousser un peu l'échéance comme ça, tu vois? Ouais, Donc oui, quand arrive le moment de tirer le bilan, bah, il y a ce truc, où, bah, oui, est-ce que j'ai toujours bien agi? Voilà, le personnage va tirer ses propres conclusions. Mais donc oui, il y a plus d'émotions, notamment sur cette fin et je trouve que ce côté-là est quand même plutôt bien géré par Nolan, tu vois? bon, forcément, niveau mise en scène, c'est Christopher Nolan, on sait qu'il sait quand même faire des trucs assez d'ampleur. Les Mmh. gens avaient beaucoup de craintes, par rapport au fait qu'il y a du moderne mélangé à de l'ancien. Tu vois le Mmh. design, Ouais. du cheval de Troie, le design de certains masques, casques qui font un peu genre, je sais pas moi, cyberpunk, mélangé à Ouais, à ouais. l'Odyssée. Est-ce que ça va? Est-ce que ce côté grandiose et old school, il arrive à faire un bon mélange, en fait? Alors, le cheval de Troie, j'aime beaucoup le design, même si, c'est clair qu'il est pas, réaliste, Il hein. est designé à l'envers, quoi. Oui. Pour le coup, celui de Wolfgang Petersen, Oui, où tu vois que c'est vraiment les bricolé, planches avec les en bois. moyens du bord, est un peu plus crédible. Mais, je lisais dans une interview, heu, ce que Nolan disait par rapport au réalisme. C'est vrai que parfois tu as envie de faire un truc qui est un peu réaliste, mais c'est pas très Non, il cinématographique faut et esthétique. l'exemple qu'il disait, concernait Dunkerque où tu as la partie avec les pilotes. Où, bah, ils y en vrai, enfin, les côtes depuis l'Angleterre, c'était sur les falaises anglaises,
tu vois la côte française ou la côte belge, Oui, à l'œil nu. oui, Mais à partir du moment où tu es dans l'avion, que tu arrives et si tu vois déjà la côte dès le début, bah, tu as un peu moins de tension, tu as un peu moins ce oui. truc, «Ah, je dois aller aider les gens à Traverser la Dunkerque», tu mer, vois? quoi, oui, Ouais, tu as moins ce côté épique et ouais. oui, tu as moins le côté urgent et cetera. Donc, bah, c'est pas réaliste. Donc ils préfèrent du coup ne Oui, pas faire apparaître les côtes rapidement. C'est moins réaliste certes, mais c'est un peu plus cinématographique. Tu as un peu plus d'ampleur ouais, bien et sûr. voilà, le film fonctionne mieux. Bah, ici, c'est un peu pareil, tu vois? Il y a des trucs qui me posent un peu problème, mais le côté de Cheval de Troie, au final, je m'en fous un peu. OK, il est très stylisé, il est très beau, c'est pas très grave Mmh. si c'est pas vraiment crédible et en vrai, même les choses que je vais reprocher, c'est pas très grave. Mais tu vois, pour moi, l'Estrigon, qui est une très chouette séquence, c'est le moment où voilà, ils arrivent sur une île et puis ils doivent se battre avec des mecs qui sont vraiment un peu des mini géants, si tu veux. Bah, c'est voilà, c'est les gens dont on parlait, sur le poster, qu'on a vu Ah un bah, peu c'est toi. partout. Les mecs, ils ont des armures en fer, alors que l'époque où enfin, quand ce récit a été dit, c'était encore l'ère, l'âge de bronze. Oui. C'est vraiment le tout, tout, tout début de l'âge de fer, mais il y a pas des armures et Oui. des trucs comme ça, Non. à ce moment-là, tu vois? Donc non, c'est pas réaliste et pour moi, ça fait un peu trop propre, un peu trop peut-être un petit peu trop décalé, tu vois? Mmh. En vrai, ça fonctionne, tu vois? Pareil avec le design d'Agamemnon, vraiment, tu as l'impression que c'est un Space Marine qui débarque, Ouais. heu et qui a rien à voir avec le reste des soldats grecs et c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est des choix artistiques. Le but est pas de faire un truc crédible. Dès le départ, je me souviens, les gens ont vu la première photo de Matt Damon en Ulysse avec son casque et tout. Ce Ouais, c'est tout casque-là, Denis Safdie, hein, qui c'est avait pas, ouais, oui, oui, bah, ouais, oui, pour le coup, Agamemnon, c'est, ouais, ouais. Safdie, mais tu vois le casque avec, la crête rouge là, de d'Ulysse, bah, Ulysse, il avait pas un casque Non. comme ça, il avait une espèce de chapeau, tu dirais un truc, Don Quichotte. en pagne comme ça, enfin qui est un peu Ouais, c'est bizarre. ça. C'est pas très sexy, ça fait pas très héroïque. Donc voilà, il change. Ça, c'est des changements, je m'en fous un peu qu'il les fasse, tu vois? Et pareil avec, l'anglais, hein, on dit: «Oui, c'est très moderne, ça fait pas très», enfin oui, enfin en même temps, même s'il parlait grec, c'est pas du grec ancien, Oui, oui, donc on bien s'en sûr, bien sûr, fout. bien sûr, C'est une bien. convention, why not? C'est pas gênant, la question des accents, pareil, je pense que c'est un peu des faux problèmes, tu vois? Ce qui n'est pas une convention, c'est le format, hein. Non, mais attends, mais parce que tu me parles de J'y vais, l'action et j'avance. tout. Oui, tu avances un peu trop vite parce que du coup, on n'a pas parlé de Ah bah, l'action et dis tout. donc. Oui. L'action, il y a quand même beaucoup de moments qui sont, qui ont des moments de bravoure, qui ont des moments visuels très importants. La plage de Troie, le cheval, ça, c'est super cool. Quand tu as, et ça, c'est une des très bonnes trouvailles du film, même si c'est enfin, j'allais dire ça s'est pas passé comme ça. Bah non, parce que la guerre de Troie, il y en a sans doute une, mais pas comme ça. Et donc quand il y a cette guerre de Troie, enfin, quand il y a la prise de Troie par les Grecs, ils filment vraiment de l'intérieur du Du cheval, cheval, ouais, où on l'a tu vois vu, les mecs dedans et tout. Ça, il y avait pas vraiment dans le film non, de c'est vrai. Wolfgang Petersen, tu vois? Bon, par contre, pour le 3, il fait un choix un peu bizarre. Il filme à Ait Benadou, qui est cette casbah que tu vois dans Gladiator, que tu vois Oui. dans Kingdom of Heaven, que tu vois dans Game of Thrones, enfin, que tu vois dans à peu près tous les films tournés au Maroc. Et je trouve que c'est pas aussi majestueux que le décor de Troie dans le film de Wolfgang Petersen, par exemple. Mais bon, soit. Mais cette guerre de Troie, la prise de Troie, elle est vraiment impressionnante et je pense que Nolan a adoré tourner dans ce décor au point qu'il en remet un peu à toutes les sauces à plusieurs moments dans le film, tu vois? Ah ouais. Ouais, c'est à ce point-là. Mais c'est vraiment très cool et j'aime beaucoup et ça fait partie pour moi des vraiment belles séquences du film. Mmh mh. Avec tout le passage avec le Cyclope qui est assez génial, avec les Lestrygons, c'est assez génial. Toute la partie avec Circé, qui est une partie un peu chiante en vrai dans le récit d'Homère, c'est génial et je Mmh. leur dis Samantha Morton, MVP. La partie des enfers, génialissime comme scène. Les sirènes, par contre, je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus prenant, plus important. Mmh. Ça l'est pas tant que ça, mais c'est quand même plutôt bien foutu dans le film, tu vois? Ouais. Enfin bref, il y a plein d'autres moments qui sont très forts. Mais donc voilà, il y a vraiment plein de scènes fortes avec de l'action et je vous parle même pas de la dernière partie du film et là, à nouveau, je lâche un truc hors contexte. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est pas grave. Mais vraiment toute la partie de l'épreuve de l'arc, qui est vraiment la clé du film. Elle est super bien. Donc je trouve que Nolan arrive à insuffler beaucoup d'action, et de la violence malgré le fait que ce soit pas un récit si violent que ça. Oui. Ça peut l'être, mais voilà. Donc
je trouve que toute la partie vraiment action du film, elle est super. Et de maîtriser, ouais. Et donc, on en vient à la fin presque, même si on va quand même parler un petit peu des personnages, pour terminer, Oui, hein, et bien des sûr. comédiens. Mais on a beaucoup parlé sur internet surtout de: «Ah, Le premier film tourné en l'IMAX IMAX intégralement. intégralement en péloche, 70 millimètres». Ils ont installé un projecteur à Bruxelles, Mmh mh. dans la salle IMAX qui existait déjà, hein, parce que j'ai vu des gens: «Ah, ils ont pas construit une nouvelle salle IMAX». Bah non, la salle IMAX existante est déjà très bien, elle est aux normes, c'est un des plus grands écrans IMAX, d'Europe. Pourquoi, hein? Oui. Donc ils ont juste, entre guillemets, fait des travaux pour, arriver à installer un projecteur 70 millimètres dedans. Ils ont aussi installé un projecteur dans la salle IMAX de Montpellier. Bon, après la différence, c'est que Bruxelles, la taille de l'écran, c'est 532 m², Montpellier, c'est 375. 375 Oui. pour les Montpelliérains. D'accord. Mais c'est clair que si vous allez le voir en pellicule, en IMAX 70 millimètres, ça vaut la peine. Bon, vous allez devoir payer 30 balles, mais pour faire très simple et assez court là-dessus, la péloche 70 millimètres, c'est l'équivalent de 18K, hein. Donc la résolution, elle est super grande. Par contre, c'est clair que vous allez voir un film en pellicule, hein, donc vous allez voir avoir des petits points noirs, par-ci par-là qui apparaissent, qui disparaissent, Oui, voilà, ça fait partie du truc. c'est old school. À Bruxelles, vous allez avoir les sous-titres un tout petit peu décalés sur la droite, parce que Mmh mh. forcément, ils ont dû mettre un projecteur dans une salle où il y a déjà un projecteur, hein. Ouais. Donc voilà, les sous-titres sont légèrement sur la droite et pas centrés. Je vous promets, ça, c'est pas chiant du tout pour le film, donc voilà. Mais c'est clair que l'IMAX, ça permet une immersion qui est super importante. Si vous voyez pas le film en IMAX, ce qui sera le cas de la Beaucoup de plupart des gens, ouais, gens, bien hein, sûr. bien sûr, mais si maintenant là, vous avez quand même des meilleures options, Bruxelles, Montpellier, toujours Londres, hein, qui est là. On peut pas voyager Heu, non plus jusqu'à non, Montpellier. mais le fait d'avoir, en IMAX 70 millimètres, c'est un argument de vente supplémentaire et là, toutes les séances, elles sont complètes, déjà, Jusqu'à hein, maintenant dans la nuit. pendant un moment. Mais c'est clair que si vous avez l'occasion de le voir en IMAX, 70 millimètres, c'est génial parce que c'est un format qui est hyper immersif. Après, Nolan évidemment, il pense pas son film en IMAX parce qu'il sait bien que 95 98 des gens sur cette planète vont pas le voir en IMAX. Donc quand vous allez voir un film en IMAX, le sujet, ce qui est important de voir à l'écran, c'est vraiment centré au milieu, hein. Oui, Parce que oui, bien sûr, c'est il faut cadré au pouvoir milieu, voir bien ça sûr. sur un écran qui va montrer le film en Et puis scope. plus tu as une télé, Voilà. oui, c'est ça. Exactement. Donc si vous allez voir au cinéma normal, vous allez avoir, ce qu'il faut voir. Mais l'IMAX permet une immersion qui est vachement Oui, oui, tu intéressante es dans l'écran, parce quoi. que, Oui. ouais, vous êtes C'est plus comme le dans l'écran futuroscope, et tu sauf vois que un peu c'est plus à gauche, un un peu plus film. au milieu, enfin un peu Oui. plus au-dessus, à gauche, à droite, en bas, c'est hyper intéressant. Donc voilà, si vous le voyez pas en IMAX, c'est pas grave, mais c'est clair que c'est plus intéressant et donc en péloche, parce qu'il y a aussi des copies 35 millimètres, donc mais avec évidemment moins de choses sur l'écran, mais ça reste une qualité d'image plus importante que si vous allez le voir en numérique, parce que voilà, la pellicule, il y a toujours eu plus d'informations que quand on filme en numérique. C'est pour ça que quand on voit Compression d'image, c'est ça? des éditions 4K de films, Mmh mh. bah, si c'est un film qui a été tourné en péloche à l'époque, bah, vous êtes sûr que vous aurez une bonne édition 4K. Si c'est un film d'il y a 10-15 ans, tourné en numérique, ça veut dire qu'il y a eu un upscale et donc c'est pas un vrai 4K. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Donc, comme ça, vous avez un peu plus d'informations sur les On saura tout différents dans cette formats, critique. ratios. Mais donc et vraiment dernière chose là-dessus, je l'ai déjà dit plein de fois sur les films en IMAX qui passent à Bruxelles, hein, mais donc le film est tourné en ratio 1:43, donc c'est un format plutôt carré, c'est pas tout à fait carré et donc à Bruxelles, ça veut dire que vous aurez l'écran de 532 m² qui est rempli entièrement. Il y a pas de barre en haut et en bas comme si c'était diffusé en 1,90, en 1,90 qui est l'autre Ouais. format plutôt Bah classique, oui, ou d'ailleurs d'IMAX. Voilà. les films où ça change de format à IMAX, hein, oui. Exactement. Oui, oui, quand on va voir un film, Bah, Christopher en Nolan, il y en a IMAX beaucoup, qui ont eu des hein, scènes ouais. tournées en 1,90, en 1,90 et en 1,43, bah, si vous êtes sur un écran qui Bien peut sûr. diffuser le 1,43, oui, vous allez Ouais. avoir l'image qui se réduit un petit peu à certains moments, notamment sur Dunkerque, hein. Toutes les scènes dans le bateau, avec Cillian Murphy, Asterix. Oui. non avec i non, non, le petit bateau, avec Cillian Murphy, bah, là, c'était pas tourné en IMAX, pas en 1,43 parce que les caméras étaient pas faites pour. Parce que voilà, là, Nolan a fabriqué des Ah caméras oui, là, il a IMAX été au bout du bout, hein. expressément pour ce Le mec a film-ci, été au bout du game, pour quoi. pouvoir tourner Oui. non-stop en IMAX parce que les caméras IMAX sont très bruyantes, hein. Si vous avez vu des caméras IMAX, déjà, vous voyez la taille du truc, c'est la moitié de la table, voire toute la table. C'est vraiment super grand, c'est lourd.
c'est pas pratique. Et ça fait Mais un donc voilà, bruit. il a réussi, Ouais. oui, ça fait un ah oui, il y a une pellicule qui tourne, hein, donc Ouais. voilà. C'est difficile d'être complètement, discret. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur, le ratio et je veux terminer juste évidemment par les personnages. Matt Damon, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il est génialissime dans ce rôle-ci. Il est parfait. Vraiment, c'est un Ulysse tel qu'il doit l'être. Pénélope, L'Oscar pour Matt Damon? bon alors Ouh! j'en sais rien, Bah, il mais va le nommer en tout cas, ça c'est clair. mais tu vois, il a un personnage qui est hyper intéressant à jouer parce qu'il a un vrai développement qui est intéressant. Il a une caractérisation qui est hyper intéressante. Donc voilà, c'est vraiment un personnage symbolique et à nouveau, on revient à ce truc de récit fondateur de tout ce qui a suivi, jusqu'à 3000 ans plus tard, quoi. Donc hyper intéressant et Matt Damon le fait parfaitement. Voilà. Pénélope, je trouve que Anna Thaoué trouve un de ses très, très, très bons rôles ici Ouais, parce que ça fait et longtemps quand même, hein, autant, Hathaway. enfin voilà, je trouve que et ça reste un des défauts chez Nolan, hein, les personnages féminins, ça reste pas son truc. C'est un petit peu mieux ici, notamment grâce au traitement de Pénélope. C'est aussi mieux grâce à Circé, qui est vraiment un super personnage féminin, et Samantha Morton. Je l'ai dit, je la répète, elle est génialissime. Ouais. Calypso, je trouve que Charlize Theron, elle a un petit peu moins à défendre, c'est peut-être un peu plus basique, mais voilà, elle en tout cas, elle fait le taf, c'est Ouais. très bien. Zendaya, bah, forcément, elle a pas grand chose à faire non plus, mais je trouve que, j'aime bien sa prestance en tant qu'Athéna. J'aime bien ce que Nolan en fait, donc ça, c'est bien. Qui d'autre? Si, ça aurait été Oui, bien. Pattinson, Antinos, bah, c'est le prétendant principal, à la main de Pénélope. Pattinson est génial, c'est vraiment un rôle de méchant un peu bien Oui, ça il mesquin, sait bien faire. méchant. Il est génial dedans. Eumée, c'est un ancien, un ancien employé, si tu veux, d'Ulysse et Pénélope. C'est un fidèle d'Ulysse aussi. John Leguizamo est génial. C'est un acteur que j'aime beaucoup et il a fait de tout, hein, du bon comme du vraiment pas bon et là, vraiment, je trouve que le rôle est parfait pour lui. Hélène Lupita Nyong'o, alors je vais pas m'attarder dessus. Les fachos se sont déjà bien attardés sur la question. Elle est super, elle a pas grand chose à défendre, hein. Hélène, elle a, une scène, enfin 2 scènes dans le film Oui. à tout péter, mais je trouve qu'elle est une super Hélène de Troie. John Bernthal dans le rôle de Ménélas, son époux, très bien aussi. C'est clairement une autre version que Brendan Gleeson, tout comme, Agamemnon, incarné par Ben Safdie ici, c'est une autre version que Brian Cox aussi, hein. Mais lui, c'est plus un caméo de luxe parce que vraiment il a pas grand chose Ouais. à Il a défendre. juste sa gueule, quoi. Ouais, à peu de choses près. Pareil pour, Mia Goth, qui a vraiment pas grand-chose à faire. Elliot Page, je l'ai dit, il a 2 scènes. Une, heu, avec le cheval de Troie, au moment où les Troyens vont le découvrir, il est super et sa scène dans les enfers, super aussi et je voulais encore dire un tout petit mot de 2 autres comédiens. Himesh Patel qui joue, Euryloch, qui est vraiment le bras droit d'Ulysse dans tout son périple, qui est aussi son beau-frère en réalité, mais ça on n'en parle pas trop dans le film. Himesh Patel a, un rôle vraiment génial pour lui. C'est un petit rôle secondaire, mais en vrai, Ouais. il est quand même bien présent et je suis content de voir un gars comme Himesh Patel qui a pas souvent des grands rôles, Le sidekick. qui a un super Ouais. rôle comme ça. Et le dernier, c'est, Mentor, qui est incarné par, Ryan Hurst. Ryan Hurst, pour les fans de Sons of Anarchy, c'est Opie, Mmh mh. acteur génial et qui est un rôle, bah, forcément essentiel aussi, parce que son nom, c'est Mentor, un mot que tout le monde connaît. Oui. C'est celui qui est désigné par Ulysse et Pénélope pour éduquer, Télémaque quand il est gamin, d'où le nom Mentor et on revient à nouveau, hein, à l'étymologie, hein et à Bien l'origine, sûr. de Qu'est-ce de de qu'un tous ces mots, mentor? Pa. hein. Ouais. Même si, voilà, on tire plus de nos mots dans le latin que dans le grec, il y a quand même beaucoup de mots, du grec qu'on utilise toujours. Donc voilà pour le casting, globalement, je trouve qu'il y a aucune fausse note. Ils sont tous, vraiment géniaux et voilà, je pense que ça se sent, mais j'ai vraiment adoré le film et Tu prends pas c'est toujours un peu, enfin voilà, une crainte, hein, tu sais, d'aller voir un film parce que bon, déjà, je suis passionné, enfin je l'étais, j'ai un peu perdu le truc, mais depuis que je suis gamin, quand tu es gamin, la mythologie, c'est un truc qui t'intéresse souvent, hein. L'Antiquité, non, toi pas? C'est pas non, pas grave. du tout. Écoute, c'était mon cas. J'aimais bien les dieux grecs, les dieux romains, qui Ah sont bah souvent là les mêmes, hein, là, ils ont des noms différents, tu as été mais voilà. servi, hein. Ouais et voilà, tu sais, tous les jeux vidéo genre, César 3, Ah oui. Maître de l'Olympe, tous ces trucs un peu les civilisations, tous ces trucs-là, je Ouais, les on ai en bouffés. Donc voilà, forcément quand tu me dis, Nolan s'intéresse à l'Odyssée, il va s'y attaquer, tu te dis: «OK, trop hâte». j'achète. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte et vraiment je suis pas déçu de le voir s'être attaqué à ce monument
de la enfin, ce qu'on peut dire de la littérature, oui, de la littérature ancienne et moderne. Vraiment, c'est très, 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 très bien et je pense que c'est un film qui est, parce qu'il y a plein de gens qui aiment enfin, il y a énormément de fans de Nolan, mais il y a plein de gens qui aiment pas spécialement le cinéma de Nolan non plus Mmh. et malgré toutes ces thématiques qui sont présentes, son savoir-faire, sa mise en scène qu'on reconnaît, parce que oui, j'ai peu parlé de sa mise en scène au final dans la critique, mais elle est très, très, très bien. Mais je pense que c'est un récit qui peut plus plaire aux gens qui aiment pas forcément son cinéma, tu vois? D'accord, Qui peut souvent paraître un peu, je vais pas dire de lèse-bouffe, mais un peu superficiel. compliqué, Ouais, un ouais. peu superficiel parfois. Voilà, je pense que voilà, si vous aimez pas Nolan, je pense que ça peut vous plaire et si vous aimez Nolan, ça va vous plaire. En Voilà. tout cas, c'est le retour au grand spectacle après Oppenheimer qui était un drame pur jus. Là, on est Ouais dans un et film épique. ouais, ouais et malgré la durée enfin, ici, c'est l'essence même du film épique. C'est la définition enfin, c'est le C'est dans un le épique. titre, Oui, oui, hein. L'Odyssée, oui, oui, c'est forcément par définition quelque chose d'épique et je trouve oui. que, pour, conclure sur un mot avec sa mise en scène et cetera, mais le film dure 2 heures 50, tu vois pas le temps passer. Peut-être qu'il y a un petit côté où un petit peu répétitif, où Ulysse arrive sur une île, il se passe quelque chose et puis il Mmh doit mh. la fuir parce que forcément il y a une menace. Mmh. Donc ça, forcément, Oui, ça arrive oui, un peu oui. beaucoup. Puis tu arrives dans cette La dernière quête, quoi. partie, Oui. tu sais, j'ai regardé vraiment, sur ma montre au moment où, il débarque à Ithaque, c'est après 2 heures de film, il y a encore 50 minutes, tu te dis: «Ah ouais, putain, il va passer 50 minutes sur Ithaque pour, conclure le film». Ça passe, mais à une vitesse folle. C'est génialissime cette dernière partie, tu vois? Mmh. Alors que pour moi, ça, c'était un peu un des problèmes d'Oppenheimer que j'ai un peu réévalué après avoir revu le film, parce que j'ai revu quelques Nolan là. J'aimais moins la dernière heure qui était Un peu assez poussive, hein. Ouais, différente et un peu ouais, ouais. poussive. En vrai, elle est génialissime cette dernière heure et je Mmh. trouve que Nolan arrive à gérer ces dernières heures de film de 3 heures avec brio. Donc voilà, ici ça n'y fait pas défaut. Sa mise en scène est top. Hem, voilà, c'est un film presque sans fausse note, quoi. Probablement le best, hein, aujourd'hui, Christopher Nolan, en tout cas pour les gros budgets, ça c'est sûr et certain. Ouais, 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 bien sûr. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut? Je Après donne 4 étoiles et demie sur 5. 4 étoiles et demie sur 5, donc on est Ouais. clairement devant un des meilleurs films de l'année, si pas le C'est meilleur. c'est dans mon top de l'année avec, toujours, Project Hail Mary, qui reste dans ma tête, très, très bien. Mais oui, Top. c'est un des films de l'année. Voilà. Voilà, Désolé d'avoir été plus long que ce que tu espérais, ah non, moi mais, je m'en fous, j'ai bu tes paroles, mais et je c'est suis vrai que sûr que tu j'ai pas dit des trucs que je la voulais dire, mais c'est pas la grave. connaissance, le knowledge sur, la mythologie est assez incroyable. D'ailleurs, je pense qu'on Oh! mettra dans la parenthèse de cette critique, pour les connoisseurs, hein. C'est parce que c'est c'est quand même assez précis. Voilà, en tout cas, vous Je vais avez vraiment essayer. la critique de Thibaut, du film L'Odyssée, donc de Christopher Nolan, qui sort donc au cinéma, je le rappelle pour les distraits d'entre nous, cette semaine de juillet, donc Le le 15. 15 juillet, j'y arrive, en Belgique et en France avec quasiment tout Hollywood de casting. 4,5 pour ce film. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez de la filmo de Nolan, si vous avez la hype de voir ce film. Si vous le voyez aussi en 70 millimètres, à Bruxelles, à Montpellier, au Grand Rex, parce que je sais qu'il est là aussi pendant un petit temps, pas Grand longtemps, Rex, hein. ils l'ont en 70 millimètres, mais pas en IMAX. C'est juste Mmh, pas juste entre Max. guillemets «une copie 70 millimètres», ce qui est déjà très, très bien. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de voir tout ça, dites-le nous dans les commentaires. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Cette semaine, il y a pas beaucoup de films, hein, je vous le dis tout Cette de suite, semaine, ça va être, le reste, c'est des séries. le Voilà. reste, c'est des petites séries tranquilles parce que voilà, l'Odyssée est là. On se dit à très, très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.